L'Assemblée va à présent entendre une déclaration de son Excellence Robert Rabella, Premier ministre de la République de Malte. Je prie le protocole d'accompagner son Excellence et de l'inviter à s'adresser à l'Assemblée. Mr. President, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, très chers amis, nous sommes rassemblés ici à quelques semaines seulement du 80e anniversaire de la création des Nations Unies. Malheureusement, il suffit de jeter un coup d'œil sur les gros titres dans le monde pour avoir la triste impression que ce ne devrait peut-être pas être une fête anniversaire, mais davantage un électrochoc. Mais tout d'abord et de toutes mes forces, permettez-moi de rejeter l'idée selon laquelle les Nations Unies seraient moins nécessaires aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 80 ans. Hier, tout comme aujourd'hui, le désespoir pouvait être pardonné. En 1945, à la fin de ce conflit mondial, le monde semblait être en ruine. Heureusement, en 2025, notre monde n'est pas en ruine, mais trop de régions du monde sont en proie aux flammes. Il y a 80 ans, les dirigeants devaient aux dizaines de millions de personnes qui avaient perdu la vie pendant 6 ans de massacre de ne jamais perdre espoir. Et de même, nous, dirigeants et dirigeantes, aujourd'hui, devons à chaque citoyen et citoyenne au service desquels nous travaillons de ne jamais perdre espoir, de ne jamais perdre de vue les principes fondateurs qui avaient rassemblé les pays du monde, de ne jamais permettre à ce qui nous divise de nous faire oublier les grandes valeurs qui nous unissent, de ne jamais céder au pessimisme ou au cynisme quant à ce que nous réserve l'avenir. Alors, ne vous méprenez pas. Je n'ignore pas l'ampleur des défis auxquels fait face notre monde. Je sais que les belles paroles prononcées à New York, à elles seules, ne mettront pas un terme au conflit, à la faim ou au décès provoqué par la malnutrition. Mais je suis convaincue que notre détermination et les résolutions que nous adoptons ici peuvent véritablement changer la donne sur le terrain. Ne perdons jamais de vue le pouvoir de la volonté collective et le pouvoir de l'action collective. Parce que même si au cours des 80 dernières années, les Nations Unies ont assisté à trop de conflits et de souffrances, il y a également eu des progrès à un niveau que même les plus optimistes des pères fondateurs qui ont osé rêver d'un monde œuvrant de concert pour transformer la vie des peuples n'auraient pu imaginer. En 1945, pour vous donner simplement un exemple, l'espérance de vie dans le monde, sans compter les guerres, se trouvait autour de 40 ans. Les enfants nés cette année, donc en 2025, pourront sans doute vivre jusqu'à 75 ans environ. Alors ce n'est pas arrivé par hasard ou par chance, c'est arrivé grâce à la volonté, à la détermination, grâce aux efforts. C'est arrivé grâce au travail positif mené par les organismes des Nations Unies. Et ce n'est pas uniquement en termes de possibilités de vie que les Nations Unies ont véritablement changé la donne. Les valeurs inscrites dans la charte ont eu une forte influence sur l'autodétermination de tant de nations, à l'instar de ma nation Malte. En 1945, Malte était encore une colonie, une base navale et militaire britannique. En 2025, Malte est une république fière depuis 1974, indépendante depuis 1974, qui joue son rôle au croisement de 2 continents. Le pays que j'ai l'honneur de diriger ne tournera jamais le dos aux possibilités que les principes des Nations Unies offre de régler les plus graves des problèmes. Et l'un des plus graves problèmes auxquels le monde fait face est sans doute la division.
des barrières sont érigées alors qu'elles devraient être démantelées, elles devraient tomber. Et ces barrières s'avèrent d'ores et déjà être des obstacles aux échanges, au commerce, à l'innovation, aux idées, à l'espoir dont notre monde a tant besoin. Et en réfléchissant à ces barrières que l'on érige, je pense aux propos de feu le président des États-Unis, Ronald Reagan. Dans son discours sur l'état de l'Union en 1985, il avait dit « Il n'y a aucune limite imposée à l'âme humaine, aucun mur encerclant l'esprit humain, aucune barrière à nos progrès, hormis celle que nous érigeons nous-mêmes. Qui peut oublier ces mots qui ont changé le cours de l'histoire ?» Ces mots prononcés par le président Reagan lui-même 2 ans plus tard, lorsqu'il se tenait devant le mur de Berlin et qu'il a osé s'adresser directement aux dirigeants soviétiques. Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur. Et donc, je le dis à tous les autres dirigeants et dirigeantes, abattons les murs ensemble. Osons dire ce qui semble être impossible à dire. Osons réussir ce qui semble impossible à faire. Osons faire les changements nécessaires, même si tout semble être contre nous. N'ayons pas peur de faire les changements chez nous, au sein même des Nations Unies. La plus grande menace pour l'avenir des Nations Unies n'émane pas de celles et ceux qui veulent l'abattre, mais émane de celles et ceux qui disent que face à une telle pression, il nous faut nous barricader. Il nous faut rejeter l'idée même du changement et des réformes. Cela vient également de ceux qui disent que reconnaître les imperfections et les faiblesses dans notre façon de travailler revient à rassurer ceux qui décrient et discréditent l'idée même de l'ONU. C'est totalement faux. Ce qui renforce les opposants, c'est tout indice d'une organisation qui chercherait à mettre la tête dans le sable. Une mentalité hermétique serait fatale. Le statu quo n'est pas tolérable. Il faut une organisation des Nations Unies plus équitable, plus intelligente. Il faut accélérer la cadence du changement pour y parvenir. Le changement doit également commencer au sommet. Je voudrais rendre hommage au secrétaire général et saluer son attachement indéfectible à la cause de la paix. Merci, Antonio. Mais nul ne peut dire que le marchandage entre les grandes puissances qui a caractérisé chaque élection d'un secrétaire général était particulièrement édifiant. Souvent, on arrive au bon résultat, et c'est très bien, c'est très positif. Mais c'est la mauvaise façon de procéder, il nous faut faire mieux. Le processus de sélection d'un digne successeur au secrétaire général Guterres doit incarner un changement profond dans la façon dont nous procédons. Le processus de sélection se doit d'être transparent, inclusif et être basé sur le mérite et pas un marchandage politique. La décision ne doit pas être prise dans les couloirs de ce bâtiment, mais doit faire l'objet d'une conversation mondiale avec tous les États membres et la société civile. S'agissant du Conseil de sécurité, sa composition est le reflet du monde d'hier, de 1945, et pas du monde actuel, de 2025. Malte se fait l'écho de la clameur en faveur de l'élargissement et d'une meilleure représentation régionale. Mais ce n'est pas uniquement la composition qui doit changer. Le rôle du Conseil de sécurité doit être revu. Le Conseil doit être un contre-pouvoir à la domination des grandes puissances. Ce doit être une véritable plateforme à la disposition de toutes les nations du monde qui doivent pouvoir faire entendre leur voix. Le changement ne doit pas juste porter sur les structures politiques, mais également sur la façon dont fonctionnent les Nations Unies dans le monde entier, y compris à Malte, mon pays. Les citoyens, à juste titre, exhortent les gouvernements à faire plus avec moins. Une meilleure rentabilité, finalement. L'ONU, à l'instar de toute organisation financée par des fonds publics, doit veiller à se concentrer non pas sur la protection de la façon dont les choses se font pour le moment, mais
sur la façon dont on peut faire les choses différemment avec de meilleurs résultats pour le même investissement. Aucun aspect de l'ONU ne peut rester intact, aucun intérêt personnel ne peut rester intact. L'ONU doit faire le choix de la diplomatie numérique en cette ère d'intelligence artificielle. Tous les systèmes doivent être simplifiés, les processus examinés par le menu pour faire en sorte qu'ils soient plus efficaces. Chaque programme doit être évalué en termes d'impact véritable. N'ayons crainte de faire en sorte que l'ONU cesse de faire ce qu'il fait mal et qu'il commence à faire ce qu'il fait bien, mieux encore, de façon plus efficiente. Trop souvent, les relations internationales, un peu comme dans la vie, semblent être un jeu de chiffres uniquement. Bien entendu, les plus grands États feront toujours davantage entendre leur voix, c'est compréhensible, mais il est indubitable que les petits États et les pays en développement souvent sont sous-représentés et ne sont pas suffisamment entendus quand les décisions clés sont prises. Tant que nos expériences uniques et nos besoins ne seront pas pris en compte, on n'arrivera pas à des solutions qui pourront véritablement aider le monde entier. Ce serait une grave erreur pour le club des plus forts d'écarter la valeur ajoutée des petites nations porteuses d'innovation, de crédibilité, d'autorité morale. Exclure les petits, c'est nuire aux grands. En fait, tout le monde perd. Voilà pourquoi, même si Malte est sans doute l'un des plus petits membres des Nations Unies en termes de géographie, nous avons toujours été déterminés à être l'une des plus grandes voix des Nations Unies. Malte reste profondément attachée aux objectifs de paix, de dialogue, de diplomatie et de coopération mondiale, aussi attachée que nous l'étions en ce jour de 1964 lorsque nous avons pris place pour la première fois aux Nations Unies. Nous avons grandi en tant que nation, nous avons trouvé notre place sur la scène européenne et mondiale, nous avons développé notre économie à forte croissance, nous avons trouvé notre rôle au sein des Nations Unies. Des petites nations telles que la mienne doivent être réalistes quant à la valeur ajoutée que nous pouvons apporter. Je suis profondément convaincue que Malte combine plusieurs facteurs décisifs qui font que notre pays est un atout pour cette conversation mondiale. Premièrement, Malte est profondément attaché au pouvoir du dialogue multilatéral. Nous sommes riches de l'expérience récemment acquise de la présidence de l'OSCE et d'un siège au Conseil de sécurité. En plus de tout ce que nous avons appris lors de l'actuelle présidence du Comité des ministres du Conseil de l'Europe. Je suis tout particulièrement fière que la présidence de Malte coïncide avec le 75e anniversaire de la Convention européenne sur les droits de l'homme. Née à l'instar des Nations Unies sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale. En garantissant pour des centaines de millions d'Européens et d'autres peuples les droits humains fondamentaux pour lesquels tant de personnes ont perdu la vie en se battant pour ces droits. Deuxièmement, Malte est une plateforme sans précédent, une plateforme de paix. Et nous présentons un mélange unique. Malte est particulièrement bien placé pour accueillir des dialogues, des discussions entre les parties, entre les pays, même s'ils sont très éloignés. Notre géographie, puisque nous sommes à la croisée de deux continents, notre neutralité consacrée dans notre constitution, notre tradition diplomatique, nous sommes un honnête intermédiaire respecté. Tout cela fait de Malte le lieu idéal pour se réunir, pour trouver des solutions aux différends qui semblent impossibles à régler. Donc aujourd'hui, je fais à nouveau une offre aux parties en conflit dans le monde et à celles et ceux qui s'efforcent de rapprocher les positions éloignées. Nous sommes prêts à vous accueillir et à faciliter le dialogue et vous aider à trouver une façon d'aller de l'avant. Nul ne conteste que les obstacles à la paix sont immenses. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus chercher de solutions. Revenons au président Reagan quand il a
osé demander à ce que les murs physiques et politiques qui divisent l'Europe soient abattus. Tout le monde a pensé que c'était un rêve impossible, que ce n'était pas réaliste, que ça n'allait jamais avoir lieu, mais ça a eu lieu. Et cette guerre froide qui semblait infinie s'est achevée. En tant que dirigeants du monde, nous ne pouvons jamais abandonner, nous ne devons jamais céder au défaitisme, même face aux conflits qui ont l'air impossibles à régler. Malheureusement, deux conflits, deux guerres font rage dans le voisinage immédiat de Malte. L'Ukraine et Gaza, le monde ne peut pas tourner son dos, ne peut pas gérer ces situations avec un deux poids, deux mesures. Ça prête notre crédibilité, notre efficacité. Il ne faut jamais jeter l'éponge. J'ai estimé qu'un conflit est trop difficile à régler. Voilà 3 ans et demi qu'a commencé l'invasion illégale et non provoquée de la Russie en Ukraine. Malte reste convaincue aujourd'hui, comme elle l'était hier, qu'il faut exiger une paix juste et durable pour garantir la souveraineté de l'Ukraine. C'est la seule façon de respecter l'esprit de la Charte des Nations Unies et le droit international. Mais cela ne peut survenir qu'après un cessez-le-feu permanent, complet, sans condition et la pleine et entière participation de l'Ukraine à tout pour parler de paix future et toute prise de décision. Malte soutient pleinement les autres membres de l'Union européenne et est d'avis qu'il faut exercer les plus vives pressions possibles sur l'économie russe pour contraindre le gouvernement russe à faire preuve de bon sens et à participer à un véritable dialogue. Slava Ukraini. Il faut également un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. Les souffrances de milliers de civils innocents doivent cesser dès à présent. Qu'elles cessent dès à présent. Les otages restants doivent être libérés immédiatement par le Hamas. L'aide humanitaire internationale doit pouvoir entrer dans Gaza sans entrave. C'est une erreur inhumaine de tolérer que tant d'innocents meurent de faim et de malnutrition aiguë. Ces atrocités doivent cesser maintenant. Nous ne pouvons tolérer le massacre de milliers d'innocents, des bébés, des enfants, des jeunes, des personnes âgées, des personnes vulnérables. Nous ne pouvons détourner leur regard en raison de considérations inappropriées. Nous ne pouvons rester silencieux. Des mesures efficaces et décisives doivent être prises sans plus tarder. Je ne peux supporter de voir encore les souffrances physiques et psychologiques dans les yeux des enfants que nous faisons venir à Malte depuis Gaza pour leur donner un meilleur avenir. Des enfants, des jeunes enfants au corps mutilé qui devraient profiter de l'innocence de leur jeunesse et de la meilleure époque de leur vie. Des parents qui ont perdu leurs jeunes enfants. Et je me demande, mais pourquoi le leadership doit être synonyme d'humanité, d'empathie? Il ne s'agit pas de savoir qui peut infliger le plus de dégâts pour remporter une guerre, éradiquer une nation ou sa population. J'étais fière cette semaine de me tenir aux côtés d'autres dirigeants et dirigeantes du monde et d'ajouter le nom de Malte à la liste qui ne cesse de grandir d'alliés reconnaissant l'État palestinien. Après des dizaines d'années de délibération à Malte, nous avons pris une décision. Et je le dois à Ibrahim, une icône de 15 ans, symbole de résilience, de la force du peuple palestinien. Ibrahim bénéficie à présent des meilleurs soins médicaux et reçoit des prothèses à Malte après que ses 2 jambes aient été gravement explosé, était gravement blessé par un missile tiré d'un drone à Gaza. Voilà la réalité quotidienne à Gaza. Il nous faut
dénoncer cette réalité. Si on ne le fait pas, on sera complice de ce qui se passe. Alors non, une solution de 2 États n'est pas une récompense pour le Hamas. C'est l'inverse. C'est la seule façon de bannir finalement le Hamas diabolique. C'est la seule façon de parvenir à un avenir durable et pacifique pour les 2 peuples, que les 2 peuples souhaitent et méritent. Alors bien entendu, la route vers une solution de 2 États est longue et semée d'embûches, mais parce que quelque chose est difficile ne signifie pas que c'est impossible. Le monde le doit aux Israéliens et aux Palestiniens. Il faut s'engager sur la voie de la paix. Le monde fait face à un choix difficile. Dans trop d'aspects de la vie, des obstacles et des barrières sont érigés. Lorsque trop de pays ferment les volets, se retournent sur eux-mêmes, ce sont des petites nations insulaires comme Malte qui payent le plus lourd tribut, qui en pâtissent le plus. La sécurité est l'obligation faite à tout gouvernement. Être opposé aux obstacles ne signifie pas être opposé à des garde-fous raisonnables. Toute nation a le droit de prendre les mesures pour se protéger, mais l'isolement ne garantit pas la sécurité. L'histoire l'a très bien montré. Plus il y a de coopération entre les frontières, plus l'on peut protéger nos citoyens. Et toute menace pour la prospérité mondiale est une menace pour la sécurité mondiale. Et donc, j'exhorte les Nations Unies à redoubler ses efforts afin de préserver la connectivité dont dépendent des nations commerçantes comme Malte. Il nous incombe à tous et toutes de résister à cette tendance au protectionnisme et à nous battre pour l'ouverture du marché. L'alternative, celle d'un monde d'obstacles au commerce, ne fera que nous appauvrir. Alors bien entendu, il est tout aussi important que nous nous efforcions de lutter contre les inconvénients de la mondialisation pour qu'aucun de nos citoyens ne soit laissé pour compte. Mais l'on ne peut pas remonter le temps. Nous pouvons sécuriser nos frontières sans construire des forteresses. Aborder les préoccupations légitimes concernant la migration, c'est tout à fait différent que refermer le pont-levis. De même, il est évident que la croissance actuelle de l'immigration clandestine n'est pas intenable, mais l'on ne peut aborder véritablement la question qu'avec une riposte véritablement mondiale, une riposte coordonnée, humaine et durable, une réaction qui tienne compte de la vérité fondamentale, c'est-à-dire que la migration s'explique par la pauvreté, les conflits qui amènent les migrants à risquer leur vie et à être à la merci de trafiquants criminels en quête d'un meilleur avenir pour leur famille. Chaque pays a le droit de sécuriser ses frontières, mais chaque pays de même a pour obligation de s'attaquer aux causes profondes de la migration. Alors vous me direz, il faut être dur sur la migration clandestine, dur sur les causes même de la migration clandestine. Mais chaque membre des Nations Unies, avant tout, doit renouveler son engagement envers la primauté du droit international, envers la valeur de la coopération internationale. Aucun pays, quelle que soit sa taille, quelle que soit son importance stratégique, n'est au-dessus de l'état de droit. Les plus forts ne font pas nécessairement la loi. Des petits États comme Malte ne peuvent se permettre de prendre le risque d'un monde où d'aucuns ignoreraient les lois quand ça les arrange. La défense de la charte sur laquelle a été fondée l'Organisation des Nations Unies il y a 80 ans n'a rien d'un idéalisme naïf. Pour les nations telles que Malte, c'est une question de survie même. Tout aussi important pour la survie des petites nations insulaires, la nécessité absolue d'endiguer l'impact des changements climatiques provoqués par l'homme. Il serait trop facile pour un monde en proie aux guerres de hausser les épaules et de dire ne pas pouvoir prendre les mesures nécessaires pour faire chuter la température de la Terre. Malte, par contre, va continuer d'œuvrer à faire entendre la voix des petits États insulaires du monde. En tant que petits États insulaires, nous sommes en première ligne de la hausse des températures et de la hausse du niveau des mers. Ce n'est pas une menace théorique. Notre existence même est menacée. Donc, Malte continuera d'appuyer
des index tels que Corvi qui montrent très clairement à quel point les petits États insulaires sont vulnérables au changement climatique. Et nous continuerons d'exercer des pressions pour que les petits États insulaires en développement reçoivent un soutien, car c'est là que la menace est la plus rapide, la plus grave, mais le coût de l'adaptation, de la préparation est disproportionné. Ces États doivent se voir dotés des ressources nécessaires à l'adaptation et l'adaptation ne doit pas engendrer un fardeau financier pour nos citoyens et citoyennes, car sinon on perdra leur soutien. Et tout en réalisant nos objectifs climatiques, et même si la réalisation de nos objectifs climatiques ne doit bien entendu pas être reléguée aux oubliettes, la compétitivité de nos économies ne doit pas non plus être reléguée aux oubliettes alors que l'on cherche à atteindre ces objectifs, parce que sinon on ne verra pas la forêt cachée par les arbres. Chers amis, je conclurai là où j'ai commencé. Oui, notre monde fait face à des défis sans précédent. En cette époque de communication instantanée, nous sommes tous exposés aux menaces auxquelles nous faisons face comme jamais. Cela peut nous donner l'impression d'être dépassés. Et le monde fait face à deux choix. Nous pouvons désespérer, nous pouvons abandonner ou nous pouvons nous accrocher, avancer toujours plus loin et ne jamais, jamais céder. Le multilatéralisme est plus important aujourd'hui qu'il ne l'était même en 1945. Nous ne pourrons garantir la sécurité de nos peuples, la protection de notre planète ou la prospérité à moins de travailler ensemble, de s'écouter les uns les autres, d'agir de concert. Donc je m'adresse aux dirigeants et dirigeantes de tous les États, de toutes les tailles, abattez ces murs, cessons d'ériger de nouvelles barrières, faisons tomber les murs existants, murs physiques, métaphoriques, qui nous empêchent de parvenir au progrès. Moins de postures, plus de partenariats, nous le devons à ceux qui ont eu une vision il y a 80 ans, nous le devons à ceux et celles qui ont confiance en nous, dirigeants. L'ONU n'est pas parfaite, mais elle est indispensable. Alors, engageons-nous à l'améliorer pour qu'elle soit plus concentrée, plus rentable, mieux à même de relever les défis des prochaines 80 années et faisons en sorte que cet engagement commence aujourd'hui. Merci. On behalf of the Assembly, Au nom de l'Assemblée, je souhaiterais remercier le Premier ministre de la République de Malte.